qu'on va essayer d'éviter différents impôts. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, l'impôt qui va être les charges sociales, les cotisations patronales et les cotisations sociales qui sont prélevées sur un salaire ou sur une rémunération de gérance. Donc quelqu'un qui me dit qu'il fait 100% de dividendes, la plupart du temps, il fait une connerie. Et on voit comment on peut combiner le meilleur des mondes pour avoir le plus en net dans sa poche tous les mois et le plus à la retraite. Mais la plupart du temps, les concessions, c'est les fausses idées. Il faut juste faire des choix. Et vous aurez une retraite plus confortable, presque votre vie active. On fait pas assez attention, je trouve, à l'optimisation de ces recettes. On pense que le cash immédiat, c'est la meilleure des solutions, c'est le principal gain. Et on oublie la vision globale qui inclut d'autres choses comme la prévoyance, la protection juridique, la retraite. C'est des aspects aussi à avoir en tête également. Quand on est entrepreneur en particulier, il y a pas mal d'obstacles entre le facturé et puis ce qui reste dans notre poche sur lequel on peut vraiment vivre. Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, cotisations sociales, URSSAF, TVA, etc. L'objectif aujourd'hui de la conversation avec Jérémy Doyen, notre invité du jour, c'est de parler de la rémunération du dirigeant. Un thème qui est très important, même si c'était en side business et qui vraiment mérite d'être creusé dans un épisode, une conversation dédiée. Alors Jérémy, on l'avait déjà écouté sur l'épisode 208, il nous avait parlé des holdings. C'est un jeune CGP dynamique avec Guillaume, son associé. Il partage beaucoup d'infos sur des médias, notamment un podcast qui s'appelle L'Art de la gestion de patrimoine, que je te recommande, qui est très bien aussi. On va parler aujourd'hui de dans quel cas se payer en salarié au sein de son entreprise. Pourquoi le tout dividende n'est pas une solution optimale, comment activer les meilleurs mécanismes pour maximiser le montant net dans ta poche, utiliser les meilleurs mécanismes pour créer sa retraite par exemple ou sa complémentaire santé. C'est pas parce que on ne doit pas dépendre du système français, je le dis pour les gens qui pensent que le bonheur est ailleurs, mais c'est pas parce qu'on doit dépendre du système français, notamment pour les retraites, il faut pas y dépendre, mais qu'on peut pas regarder dans quelle mesure ces dispositifs peuvent nous aider à avoir d'autres avantages. Et ça, c'est un point notamment qui a fait tilt quand j'ai parlé avec Jérémy dans ma conversation, c'est que c'est pas forcément pour s'appuyer sur un système qu'on va utiliser, mais c'est pour avoir accès à d'autres systèmes plus flexibles sur lesquels on peut nous avoir un accès et qui sont plus efficaces pour nous. Tu comprendras mieux, je pense, quand tu vas écouter la conversation. En tout cas, très très intéressant, vraiment. Je suis super content de t'offrir ce contenu. N'hésite pas, si tu as apprécié la conversation, à m'aider à diffuser ce podcast en le faisant connaître avec un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, notamment si tu écoutes en audio, et à t'abonner évidemment sur la chaîne YouTube ou sur les plateformes audio préférées. Merci à toi, bonne écoute. Salut Jérémy, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Eh ben, salut Paco. Bienvenue de retour. Ouais, de retour. Super épisode sur la holding, d'ailleurs, pour les gens qui écoutent, n'hésitez pas à y retourner, qui a fait beaucoup de bruit, les gens, c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Et on a pensé faire une petite session aujourd'hui pour aller un peu plus loin. Alors, il y aura peut-être le thème de la holding qui sera concerné aussi, mais sur la rémunération du dirigeant. Tout à fait. Dans l'audience, alors j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui ont leur boîte à côté ou qui sont patrons d'entreprise. C'est vrai qu'on fait rarement ce sujet-là, on l'a jamais fait d'ailleurs sur le podcast, se poser la question comment en fait optimiser sa rémunération en tant que dirigeant d'entreprise dans ces différents cas, qu'on l'ait peut-être en side business, qu'on soit complètement full time là-dessus, et puis en fonction de l'activité, peut-être en fonction de la taille aussi. Donc je pensais que ça peut être intéressant de voir un peu, avoir une sorte de panorama avec toi sur comment optimiser sa rémunération. C'est vraiment le thème qu'on voulait voir aujourd'hui. Peut-être te représenter rapidement pour les gens qui ne connaissent pas. Moi, Jérémy Doyen, associé fondateur du cabinet Bonnet Doyen Conseil et co-auteur du livre Construis ton patrimoine avec Guillaume Bonnet également. J'ai aussi la chance d'avoir un podcast, L'Art de la gestion patrimoniale et financière, qui est sur toutes les plateformes, sur lequel Paco a pu intervenir également sur différents sujets, notamment immobiliers. Voilà, un petit peu en quelques mots. Donc nous, on fait du conseil en gestion de patrimoine et on est plutôt spécialisé du chef d'entreprise, notamment sur les stratégies de rémunération ou sur les stratégies de holding. Ok. Voilà. On peut peut-être démarrer par se dire qu'est-ce qu'on essaie d'éviter ou qu'est-ce qu'on essaie d'optimiser quand on dit optimiser sa rémunération. Quelles sont les choses qui vont venir ponctionner un peu notre valeur ajoutée, celle qu'on crée avec notre entreprise à partir du revenu finalement de notre activité. J'ai tendance à dire que quand on fait du chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on fait du chiffre d'affaires, on va facturer des sociétés ou facturer des particuliers et on va toucher du cash dans sa société. Et il ne faut pas croire que quand on facture 4 000 € à quelqu'un, les 4 000 € vont revenir dans notre poche en net. La plupart du temps, ça revient à 50 voire 45% en net dans sa poche. Nous, ce qu'on va faire et ce qu'on fait en sorte dans notre cabinet, c'est d'améliorer ce ratio net dans la poche du dirigeant tout en optimisant sa retraite. Donc on essaye d'aller vers des ratios plutôt à 60% net dans la poche.
C'est-à-dire que sur les 4 000 euros, au lieu d'avoir moins de 2 000 euros, on va plutôt être aux alentours des, j'ai envie de dire 2004, 2005, 2006, 100 euros pour soi dans sa poche, grâce à de l'optimisation de rémunération, de l'optimisation fiscale, juridique, sociale et financière. Parce que quand on optimise, il ne faut pas optimiser que la fiscalité, parce que sinon on va oublier le plan social. Le côté social, c'est la préparation à la retraite, ou le côté juridique, la protection de sa famille, ou le côté financier, l'investissement de la trésorerie qu'on a en plus. À quoi on essaie d'échapper du coup? Qu'est-ce qu'on va échapper comme impôt? Ouais. Alors on essaye d'éviter... Si c'est que de l'impôt, d'ailleurs, peut-être d'autres choses aussi. Il y a plein de choses, effectivement. Donc on va essayer d'éviter différents impôts. L'impôt sur les sociétés, du moins le réduire. L'éviter, c'est un grand mot, mais le réduire, le maîtriser, c'est un mot qu'on va utiliser de nombreuses fois dans le podcast. Maîtriser sa fiscalité. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, l'impôt qui va être les charges sociales, les cotisations patronales et les cotisations sociales qui sont prélevées sur un salaire ou sur une rémunération de gérance, salaire assimilé salarié, rémunération de gérance pour les SARL, TNS. Et puis, il y a aussi d'autres fiscalités qui peuvent s'appliquer, comme la taxe Puma qui peut s'ajouter, les prélèvements sociaux qui peuvent s'ajouter. En fait, on a plein de fiscalités qui peuvent arriver de partout. Est-ce qu'elles sont applicables dans tous les cas? Non, pas forcément. Ça dépend de la structure et de la structuration de l'entreprise. Souvent, on va plutôt aujourd'hui parler des sociétés. C'est la plupart du temps les sociétés qu'on va accompagner. Mais il y a aussi les micro-entrepreneurs. Et les micro-entrepreneurs n'ont pas forcément d'impôt sur les sociétés à payer. Ils vont plutôt être à l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux dans certains cas, et ils vont être aussi aux cotisations sociales et patronales de l'URSSAF qui est là et qui va bien ponctionner les micro-entrepreneurs. Donc, dans l'autre cas des sociétés, on va rajouter l'impôt sur les sociétés. Et puis, les micro-entrepreneurs sont peu concernés aussi, ou des fois pas concernés par la TVA. Ils peuvent l'être ou pas en fonction des seuils et de différents seuils au niveau de la TVA. C'est un impôt qu'on va pas traiter parce qu'au final, la TVA, on collecte et on décollecte par la suite. C'est difficile de maîtriser de la TVA, sinon il faut arrêter de facturer, tout simplement. Mais de notre côté, par contre, sur les autres impôts, on a différents leviers pour les réduire. Et tu parlais aussi d'autres types on va dire, d'obstacles, entre guillemets. Enfin, le volet social et juridique, mais c'est aussi finalement des services qu'on va payer et qui vont, du coup, qui va nécessiter des ressources et qui vont réduire la différence, enfin notre net finalement, la différence entre le chiffre d'affaires et ce qu'on va percevoir pour pouvoir travailler vivre en fait dans notre quotidien. C'est ça, quand on parle vraiment du net, c'est voilà à quoi je vais pouvoir faire net dans la poche, net dans la poche, c'est ça. Et net en retraite. Voilà. Nous on estime les deux, net dans la poche, net en retraite. Et on voit comment on peut combiner le meilleur des mondes pour avoir le plus en net dans sa poche tous les mois et le plus à la retraite. C'est comme ça, c'est ça notre travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un dirigeant qui va venir me voir et qui va me dire je suis en SARL ou je suis en SAS ou je suis en micro-entreprise, comment on peut optimiser aujourd'hui soit son chiffre d'affaires, soit sa rémunération pour que lui, à la fin du mois, il ait plus dans sa poche et qu'il ait plus à la retraite. Il va devoir quand même faire des concessions, on est d'accord. Il peut avoir 100% full dans sa poche ou alors il peut avoir peut-être 80% dans sa poche et 20% net retraite, mais il va falloir faire des choix. Alors, il va falloir faire des choix, mais la plupart du temps, les concessions, c'est les fausses idées. Il faut juste faire des choix. Et les choix permettent d'avoir plus dans sa poche. C'est juste qu'on n'a que des idées reçues dans la tête. Par exemple, les dividendes en SAS sont meilleurs que les dividendes en SARL. La rémunération en SAS est plus chargée socialement, donc ça me permet d'avoir plus de retraite. Ça, c'est que des idées reçues. Okay. L'immobilier, il faut le faire avec une holding. Le placement de la trésorerie, il faut le mettre sur un compte à terme. Toutes ces choses-là, c'est des idées reçues. Tout ce qu'on peut faire derrière et démonter ces idées reçues, on peut le faire pendant le podcast, c'est prouver en fait qu'en utilisant d'autres stratégies, on va avoir plus dans sa poche parce qu'en fait, on n'a pas réfléchi à l'ensemble du volet de la rémunération du dirigeant. Ok, et si on balaye rapidement du coup les autres, à part la rémunération nette pour vivre, mais celle dont on parle là, qui est pour la retraite et juridique, concrètement, qu'est-ce que c'est Pour la retraite, concrètement, si on se rémunère. Je vais prendre l'exemple SAS ou SARL, plus simple que la micro-entreprise. On va plutôt parler de société aujourd'hui. SAS, SARL, vous êtes soit président assimilé salarié de votre SAS, soit gérant majoritaire de votre SARL et donc considéré comme TNS. Bien sûr, quand on est président assimilé salarié ou qu'on est juste dirigeant de la SAS et qu'on a une rémunération pour cette SAS, on touche un salaire, donc un bulletin de paie. C'est vraiment un bulletin de salaire de ce côté-là. Et sur ce bulletin de salaire, on va avoir les cotisations patronales et les cotisations sociales. Et c'est sur ces cotisations-là qu'on va cotiser à la retraite. Par contre, si on se verse donc 2 000 euros en SAS non chargé, ça coûte 3 600 euros à l'entreprise. 2 000, 3 600. De l'autre côté, les 2 000 euros en SARL ne coûtent pas 3 600, mais 2 900. Donc il y a 700 euros d'écart par mois
de cotisation sociale et patronale. Et donc, forcément, en SARL, on cotise moins à la retraite directement. Mais si on augmente son budget à 3 600, le même budget entreprise, on aura plus en net dans sa poche, si tu me suis encore. Donc, on va tomber de 3 600. On va non pas être à 2 000 euros en SAS, mais on va plutôt être à 2 500 en SARL. Donc, on aura 500 euros net dans sa poche en plus tous les mois, qu'on va pouvoir peut-être placer pour sa retraite et donc avoir plus au final à la retraite. Concrètement, le côté social, c'est prendre en compte à partir de quel montant on cotise de la meilleure manière pour sa retraite, et on ne cotise pas que pour les autres, et comment on peut faire en sorte que s'il m'arrive quelque chose, ma retraite n'aille pas qu'à l'État, mais aussi à mes enfants. Donc l'arbitrage à faire, c'est entre le montant de la cotisation, donc la douleur immédiate de la sortie de cash, et ce que je vais avoir moi en capital qui va se fructifier à la retraite. Et là, c'est le ratio entre les deux qu'il faut vraiment regarder, quoi. C'est le ratio entre les deux qu'il faut regarder, et surtout augmenter ce ratio. Je vais te prendre un exemple concret que j'aime bien prendre dans différents podcasts que je parle. Beaucoup de personnes vont me dire, moi, je vais faire 100% en SAS en dividende. Je l'entends partout, le 100% en dividende en SAS, ou le petit SMIC avec le 100% en dividende par la suite. C'est-à-dire, je cotise pas parce que je me fais massacrer. C'est vrai, c'est un massacre, la SAS. Les cotisations sociales et patronales, 80%, c'est énorme. Donc, de leur côté, la plupart des dirigeants vont se dire, je prends un SMIC, puis après, je me mets le reste en dividende. Ou je fais 100% de dividende, je cotise même pas à la retraite. Je préparais ma retraite avec les dividendes. Prenons un budget de 150 000 euros. 150 000 euros pour la rémunération. Donc, c'est des budgets quand même confortables, déjà. Ce budget de rémunération, 150 000 euros, si on fait 100% en dividendes, on paye de l'impôt sur les sociétés, on se distribue ensuite les dividendes, on paye ensuite la flat tax, on paye ensuite de la taxe Puma. La taxe Puma, ça s'ajoute parce qu'on n'a pas d'autres rémunérations à côté. Donc ça va s'ajouter, c'est une taxe qui peut s'ajouter si vous n'avez que des rémunérations de dividendes. Donc attention à ne pas faire du 100% dividende si dans votre foyer, vous n'avez pas d'autres rémunérations. Cette taxe Puma et ainsi de suite, on arrive à 74 000 en net. 150 000, 74 000. T'as compris, on est bien à 50%. Ouais. C'est pas forcément la meilleure option. De l'autre côté, si on faisait une rémunération en SARL pour le même budget de 150 000 euros, en salaire, rémunération de gérance, donc il n'y a pas de bulletin de salaire, mais c'est une rémunération de gérance, on choisit sa rémunération tous les mois. Pour un budget de 150 000, c'est une rémunération à peu près de 107 000 et 43 000 de cotisation. Après, on paye de l'impôt sur le revenu un peu. Et puis, de notre côté, il nous reste 82 000. Donc, cette fois-ci, on a 82 000 en 100% rémunération SARL, VS 74 000 en 100% dividende en SAS. Et je complète encore plus sur le volet social de la préparation à la retraite. D'un côté, on a cotisé à la retraite pour la SARL, parce qu'on a rémunéré tous les mois. Et sur cette rémunération, on a quand même des cotisations de la retraite, qui font quand même des retraites confortables, sur des montants où on cotise autant, à 107 000 par an de rémunération. Et de l'autre côté, on a fait 0 retraite. Donc quelqu'un qui me dit qu'il fait 100% dividende, la plupart du temps, il fait une connerie. Indépendamment de la TMI. Indépendamment de la TMI en plus. Donc ça, c'est le régime TNS en SARL. Régime TNS, SARL, là, de ce côté-là, il a pu avoir de son côté 82 000 en net de son côté, plus une retraite au minimum de 3 000 euros par mois. Okay. De l'autre côté, il a 0 retraite et il a 74 000 en net. Comme quoi, certains dirigeants, par l'idée reçue que les dividendes sont meilleurs, font des erreurs stratosphériques. Et j'en vois presque tous les jours. Est-ce qu'il y a une considération aussi de ce que fait l'argent, enfin les cotisations retraite, où est-ce qu'elles vont? Est-ce qu'on a, dans certains schémas, la possibilité de les allouer à des plans privés? Ou est-ce qu'il y a certains schémas où en fait on peut cotiser, mais en fait ça va aller que dans un plan public pas performant? Tu vois, est-ce que ça peut aussi jouer là-dessus derrière au fond? Exactement, c'est très intéressant ta question. Effectivement, quand on cotise à la retraite en SARL ou en SAS, les cotisations patronales et sociales et salariales vont de leur côté partir directement dans des fonds de pension retraite qui sont gérés par l'État la plupart du temps. Et donc, on retrouvera une retraite estimée par la retraite de base et la retraite complémentaire. Okay, cette retraite de base et complémentaire, on ne la gère pas. Ce n'est pas nous qui gérons notre propre retraite. On nous la remettra si le système de retraite tient. Et je peux vous dire qu'à mon âge, je me pose des questions. À 30 ans, on se pose des questions. À 35, on peut s'en poser. À 40 ans aussi. À 25, il n'y a même plus de questions. Il n'y aura pas de retraite. Bon. Et même à 30 ans, il ne faut pas s'en poser. Donc, il faut absolument réfléchir au fait que la retraite par répartition va changer. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de retraite, c'est exagéré de dire ça. Mais en tout cas, elle va changer. Elle va être modifiée dans le temps, d'ici 30 ans. Et donc, il faut absolument prendre en main sa propre retraite. Et donc, pour moi, faire confiance 100% à l'État pour sa retraite par répartition, c'est-à-dire se rémunérer en SAS, en SARL et ne rien faire à côté et juste se dire je profite du net dans ma poche par la suite, au pire, je verrai par la suite. Non, surtout pas. Mettez en place votre retraite par capitalisation. Après avoir optimisé votre rémunération, le surplus qu'on vous a fait gagner, mettez-le dans votre retraite par capitalisation. Et vous aurez une retraite plus confortable, presque votre vie active, si on travaille bien le sujet. Donc, il faut vraiment être capable de se dire « Ok,
Jérémy, on vient de le voir, tu viens de me faire gagner 8 000 € net par passage de 100% dividende à 100% rémunération. Eh bien, ces 8 000 € net, je vais les mettre dans ma retraite par capitalisation. Et donc, je vais mettre 600 € par mois de côté tous les mois. C'est le seul libre arbitre qu'on peut avoir, le choix qu'on peut avoir, parce que le choix de où vont les cotisations, ça, on l'a pas. Malheureusement, quand on cotise, on ne sait pas. On peut bien sûr savoir si ça va dans la retraite de base ou la retraite complémentaire, et les fonds sont gérés différemment, mais on ne peut pas gérer le fonds derrière qui gère la retraite. Ou sinon, il faut s'appeler Emmanuel Macron actuellement. Et dans cet arbitrage justement entre tout rémunération ou tout rémunération, optimiser aussi un peu la partie retraite, ça vient aussi en ligne de compte, j'imagine, de se dire... Nous, le but, c'est de travailler ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment être un chef d'orchestre de la rémunération en regardant le net dans la poche, le côté, tout ce qu'on va toucher à la retraite de base et la retraite complémentaire créée par l'État, et ensuite la retraite vraiment complémentaire créée par nous-mêmes, par capitalisation. Je comprends les profils aussi de personnes qui me parlent et qui me disent qu'ils ont choisi vraiment de tout rémunération pour se créer eux-mêmes leur retraite. En SARL à ce moment-là, pas en SAS, parce qu'en SAS, ils se font massacrer s'ils font ça. Ouais. Donc en SARL, pourquoi pas le 100% rémunération. Attention aussi, nouvel exemple, 300 000 € de budget de rémunération. Là, je vous donne de la full valeur, c'est des études patrimoniales qu'on fait tout le temps et ainsi de suite. 300 000 € de rémunération, ça c'est un autre entrepreneur qui est venu nous voir, et je l'ai vu cette semaine, c'est pour ça que je m'en rappelle. Il est venu nous voir avec 300 000 € de budget de rémunération. De son côté, effectivement, c'est un budget confortable, certains vont nous dire. Il faisait 100% rémunération parce qu'il s'était dit en SARL, de toute façon, j'y vais, je fais 100% rémunération. Il est célibataire sans enfant. Et bien dans sa poche, il restait 150 000 €. Pourquoi ? Parce qu'il a une TMI qui est assez élevée à 41% de son côté, donc forcément, ça massacrait un peu l'impôt sur le revenu. Sur la partie de 150 000, il avait entendu dire que la SARL, les dividendes, sont pas intéressants. Au-delà de 10% du capital social, parce qu'on se fait matraquer par les cotisations sociales. Mais c'est totalement faux. Les cotisations sociales, elles sont déductibles de l'IS, elles sont déductibles aussi des autres cotisations sociales, et ainsi de suite. Bref, on peut obtenir de l'optimisation par mixer rémunération et dividende dans une SARL. Et là, en lui faisant un mix rémunération plus dividende, et donc en mettant sa rémunération à la TMI à 30% pour qu'il évite d'aller à la 41%, on a mis à peu près 95 000 de rémunération dans le schéma qu'on lui a fait. Derrière, on a mis le reste en dividende, sur lequel il va payer des cotisations supplémentaires, mais qui sont dégressives en SARL. Il passe de 150 000 à 165 000 net. Il a gagné 15 000 € dans sa poche en net, sur sa rémunération. Et en termes de retraite de base et complémentaire, il a presque rien perdu, parce que de son côté, à ses niveaux de rémunération, on cotise presque plus à la retraite. D'accord. Mais donc en fait, il faut tout regarder. Donc là, il gagne 15 000 € net dans sa poche, donc 1 000 € par mois de plus à mettre dans sa retraite pour lui, à la retraite, pourquoi pas, ou même peut-être même pas à la retraite et profiter de ce train de vie, parce que déjà sur 150 000 de rémunération, autant te dire que la retraite, elle sera suffisante. On est à 6-7 000 € par mois, donc c'est suffisant pour vivre. Enfin, ça dépend des personnes, mais c'est quand même une retraite confortable. À voir si vous voulez encore faire une retraite par capitalisation à côté. Moi, j'aime bien dire aussi une chose, et c'est là-dessus où c'est hyper important, c'est qu'à chaque situation, il y a une différence. Mais sur la retraite, quand vous cotisez la retraite de base, pour répondre à ta question sur la retraite de base vs retraite complémentaire qu'on crée par soi-même, retraite de base ou complémentaire de l'État, c'est en fonction des seuils qu'on atteint en termes de rémunération. Cette retraite de base, il vous arrive quelque chose demain, elle va pas à vos enfants. Hein. Elle n'ira pas à tes enfants, Paco, je préfère te le dire. Mais c'est pour ça que pour moi, elle est un peu futile, quoi. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il s'arrive quelque chose avant les 60-50 et personne n'en touche. Tu as cotisé je ne sais quel montant qui partent à l'État, dans la collectivité, aux autres, mais pas à toi. Et comment, dans ces cas-là, tu donnes encore du crédit à la stratégie de privilégier de la cotisation pour la retraite principale, justement ? Moi, je pense, dans tous les cas, que faire le 100% dividende et donc ne pas toucher, ne pas du tout cotiser à la retraite, c'est une connerie. Parce que de ce côté-là, je te l'ai expliqué juste par le schéma d'avant, on peut gagner plus en net dans sa poche en faisant de la rémunération. Oui, en fait, tu vas gagner plus par rapport aux autres mécanismes fiscaux qui vont te permettre de gagner de l'argent, mais pas par rapport au fait que tu cotises, en fait. C'est juste un sous-produit, un dérivé de cette stratégie-là, c'est que, bah oui, tu vas cotiser à la retraite principale, mais ça, à la limite, tu t'en fiches. Enfin, c'est pas grave, exactement. Tu toucheras une retraite de base en plus de ta retraite complémentaire que tu vas prévoir. Nous, on réfléchit toute la stratégie pour que les trois variables, net dans sa poche, retraite de base et complémentaire, et la retraite par soi-même par capitalisation, soit le plus possible à la fin. Et c'est ces trois stratégies-là qu'on doit mixer pour avoir le plus. Mais celle du milieu, tu la prends quand même en compte. Celle du milieu, tu es obligé de la prendre en compte. Parce qu'elle t'ouvre en fait la porte à d'autres choses. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. C'est une porte que tu ouvres à d'autres trucs. Mais est-ce que tu vas privilégier à optimiser, est-ce que tu vas chercher à maximiser en revanche ? Le net dans la poche et la retraite complémentaire par soi-même. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on cherche à optimiser au max. Mais la retraite de base, indirectement par les stratégies qu'on met en place dans les deux autres stratégies, on va en avoir un peu. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi une sorte
de réassurance pour certains clients qui vont me dire non, moi je peux pas tout passer pour moi-même. Et on peut pas de toute façon passer tout pour soi-même. Dans nos stratégies, à chaque fois, on implique une retraite de base et complémentaire parce que c'est la meilleure stratégie à faire fiscalement. C'est la Donc, en plus de déductibilité ça, de l'IS qui offre ça, c'est ça? Exactement. En fait, sur différentes stratégies, le fait de cotiser à la retraite par la retraite de base et la retraite complémentaire, c'est des cotisations patronales et des charges sociales qui s'impliquent et qui s'appliquent sur notre salaire qu'on se verse. Ouais. Et ben, ces cotisations sont déductibles de l'IS par la suite, mais sont surtout faites pour cotiser à sa propre retraite et cotiser à d'autres choses, tout ce qui est maladie, ainsi de suite. Tu parles aussi d'un autre volet qui est plus juridique. Tu parles de quoi exactement là pour ça? Le volet juridique, c'est la protection juridique. SAS, VS, SARL, il n'y a pas la même protection juridique dans les statuts. Donc, dans certains cas, j'ai beau dire à un dirigeant, l'optimisation de la rémunération serait de passer en SARL. Dans votre cas, c'est pas possible. Pourquoi? Vous êtes malade, vous avez une maladie assez importante, ainsi de suite. Si vous passez en SARL, vous avez moins de protection sur ce volet-là. Et donc, la mutuelle et prévoyance qu'on va mettre en place va vous coûter trop cher à côté. En fait, on regarde vraiment tout. Ouais. On accompagne au cas par cas. La prime d'assurance sur... Exactement. Okay. Et puis, point important aussi par rapport à ça, la SAS, ça correspond à des sociétés où il va y avoir plusieurs associés dans la plupart des cas. La SARL, attention, c'est des statuts qui sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples, qui demandent moins de complexité. Qui dit moins de complexité, dit qu'on ne peut pas vraiment faire du sur-mesure comme on voudrait, même si c'est un peu faux. Mais la SAS permet plus de sur-mesure. Et donc, quand on est par exemple une start-up ou autre, passer en SARL, c'est compliqué. Quand on veut s'associer avec des grands groupes derrière, les grands groupes, ils veulent pas de SARL. Ils veulent pas payer des droits d'enregistrement à 3% quand ils vont payer la startup. Donc, ils veulent payer des droits d'enregistrement à 0,1% quand ils vont acheter la startup. Et donc, on va aller sur une SAS. Et surtout, ils veulent pouvoir mettre dans la direction de la SAS par la suite des statuts qui sont bien rédigés comme ils le veulent pour qu'ils puissent prendre toutes les directions. Donc, la SAS, des fois, est obligatoire dans certains cas. On ne peut pas tout le temps changer les statuts. Ouais, mais ça, c'est la considération business, tout simplement. Exactement. C'est le côté juridique, protéger aussi la famille à côté, protéger aussi le truc de ne pas pouvoir être attaqué sur les dettes ou autre. C'est le côté juridique. C'est pour ça qu'on regarde tout. On peut dire, là, dans l'optimum, ça serait ça. Par contre, dans votre situation, il faut faire ça. Et là, on a déjà englobé du coup l'aspect couverture assurance maladie. Non. Tout à fait. Ok, ça fait partie de ça aussi. Ah, exactement. Je voulais aussi voir avec toi d'autres paramètres qui permettent de faire entrer de la rémunération ou du cash. Ou, tu vois, on peut parler, par exemple, et là, ça va peut-être impliquer de revenir sur la holding, mais cette notion de management fees, de dividendes, donc on a parlé, d'apport aussi en compte courant. Tout simplement, en fait, ça peut être une façon temporaire de rentrer du cash sans friction fiscale aussi, dans certains cas. Comment tu vois d'autres types de rémunération qui sont intéressantes ou pas? Voilà, comment tu vois les... De notre côté, déjà sur la holding, faisons le point là-dessus aussi. Moi, j'aime bien parler aux dirigeants, ou aux dirigeantes bien sûr, il n'y a pas de sujet par rapport à ça, et puis savoir s'ils sont seuls dans leur société, s'ils sont 2, s'ils sont 3, comment ils font le budget rémunération par dirigeant, s'ils sont plusieurs. Et c'est vrai que dans certains cas, et je l'ai encore vu il y a 3-4 semaines sur 2 dirigeants qui sont venus me voir, il y en a un qui est célibataire sans enfant et l'autre qui a 3 enfants et qui est marié, avec une femme qui ne travaillait pas dans ce cas-là. Et bien, sur le côté de la personne qui avait 3 enfants avec sa femme qui ne travaillait pas, quand il se rémunérait à hauteur de 150 000 euros, lui, son aide dans sa poche, il était bien plus important que son petit copain qui était célibataire sans enfant et qui se faisait massacrer sur une tranche marginale d'imposition à 41% de son côté. Donc, de leur côté, il y avait un net dans leur poche qui était différent de 15 000 euros, ce qui est énorme en termes de rémunération nette. Donc l'un disait, oui, mais en fait, moi, cette stratégie d'augmenter la rémunération parce qu'on a plus de budget, ça ne me va pas. Je préférais pouvoir investir directement dans la société, développer mon patrimoine immobilier, développer mon patrimoine financier, plutôt que donner 15 000 euros de plus à l'État que toi. Parce que lui, les enfants et sa femme qui ne travaillaient pas augmentaient le quotient familial et donc réduisaient l'impôt sur le revenu et la tranche marginale d'imposition. Et c'est pour ça que de notre côté, on a décidé avec ses dirigeants de mettre en place des holdings personnels au-dessus, avec la SAS en dessous et les SARL au-dessus chacun. Et ces SARL facturaient des mandats de direction à la holding SAS du dessous, du même budget de rémunération de base, mais sauf qu'après, chacun pouvait personnellement choisir sa rémunération dans sa holding. Et là, c'était hyper intéressant, parce que le célibataire sans enfant a réduit sa rémunération vers les 90 000 euros, et la personne qui était mariée avec 3 enfants a continué à se rémunérer sur ce type de montant, mais sauf qu'elle est passée de la SAS à la SARL, elle a gagné 20 000 euros net en plus dans sa poche de ce côté-là, qu'elle a pu mettre en plus pour sa retraite par capitalisation, et donc pour ses enfants par la suite. Donc c'est vrai qu'on a dissocié la rémunération qui était prévue dans la SAS, la structure commerciale, sur les holdings personnels, pour pouvoir vraiment avoir une individualisation de sa rémunération. Et j'aime bien la holding pour optimiser sa rémunération quand on a 2 ou 3 associés. Quand on est seul dans sa société,
il n'est pas forcément utile d'avoir une holding pour optimiser sa rémunération. Par contre, il peut être utile d'avoir une holding pour développer son patrimoine immobilier, patrimoine financier, pour investir dans de nouveaux projets avec de nouveaux associés, mais ce n'est pas forcément hyper intéressant pour optimiser sa rémunération de faire une holding. Il faut faire une holding pour faire autre chose. Là, dans le cas où on a 2 associés, ça peut être déjà un premier levier de la holding pour optimiser sa rémunération. Donc ouais, donc si je comprends bien dans ton exemple, c'est des holdings personnels dont on parle, qui permettent en fait de choisir la meilleure rémunération. On n'est pas sur un schéma d'association dans la holding. Non. Chacun a sa holding. Exactement. Chacun a sa holding à 100%. Et donc chacun est président ou gérant majoritaire dans notre cas de sa holding. Chacun choisit sa rémunération. Là, en l'occurrence, pour rester sur ce projet, sur cet exemple-là, donc il y a de la valeur créée au niveau de la SAS, des facturations. Exactement. Sur ces 2 qui ont des profils différents, les 2, c'est de la rémunération. Comment ça remonte de la SAS vers les holdings? C'est bien des mandats de direction qui sont faits ici. Okay. Les management fees ou les prestations de services, c'est aussi, de leur côté, c'est rajouter des prestations de services, c'est-à-dire, par exemple, prestation de service vs mandat de direction, pour bien dissocier les deux. Mandat de direction, c'est je dirige l'entreprise, donc j'ai une rémunération pour cette direction de la SAS. Donc, paf, on fait remonter une facturation du montant qu'on veut. Attention à pas abuser sur les montants qu'on faisait auparavant et que d'un coup on passe de 100 000 à 3 millions. Il y a un sujet, donc il faut toujours bien regarder, même si c'est un mandat de direction. Donc en soi, on rémunère le gérant. Il n'y a pas forcément normalement de sujet sur le montant, mais toujours vérifier avec l'administration fiscale, attention. Et puis, la prestation de service, c'est par exemple, je fais de la comptabilité pour l'entreprise. Eh ben, je vais facturer le service de comptabilité à l'entreprise du dessous. Ou je fais de l'administratif pour l'entreprise, je vais facturer l'administratif à l'entreprise du dessous. C'est différent. Il faut qu'il y ait une sorte de cohérence quand même en termes de montant. Il faut une cohérence. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de la comptabilité dans l'entreprise de la holding et qu'on fasse aussi de la comptabilité en bas. Et qu'on dise, attendez, vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour la holding qui travaille pour la société ou vous travaillez dans la société pour la société? Enfin, il ne faut pas que l'administration fiscale ait ce type de questions à se poser. Et dans les 2 cas que tu as cités, avec celui qui a un gros TMI et l'autre pas, qu'est-ce qui a été choisi du coup dans les remontées, dans les types de rémunération? Un management fees et l'autre pas? Alors non, on est bien sur 2 mandats de direction. Ok. Paco. Donc clairement, en gros, les 2 holdings sont là pour la caméra. Les 2 holdings sont là, la SAS est là. Les mandats de direction, on fait remonter 300 000 dans chaque structure. Et enfin, sur ces 300 000 euros de facturation qui remontent dans chaque structure, chacun choisit sa rémunération sur ces 300 000 euros. Et le reste pourra être investi, le reste pourra faire ce qu'il veut, et ainsi de suite. Bien sûr, va être imposé à l'IS. On ne peut pas échapper à l'IS. On va payer l'impôt sur la société dans la structure s'il reste un peu. Et dans un cas, il y en a un qui a tout rémunéré, c'est-à-dire qu'il a utilisé tout son budget rémunération qu'il utilisait déjà à l'époque pour se rémunérer. L'autre qui utilisait à l'époque, mais que ça a amputé de 15 000 euros net, il s'est dit non, je vais arrêter, moi je vais rémunérer un peu moins. Et il a un peu plus en net dans sa poche pour investir tous les ans, par contre, sur sa holding, lui, de son côté. Je comprends. Ok, c'est au niveau de la holding que ça se passe, quoi. Exactement. La facturation de la holding, le chiffre d'affaires de la holding. Facture à la SAS, à un mandat de direction. Et donc, on fait remonter de la facturation. Ça veut donc dire que si on fait 300 000, il y a bien écrit moins 600 000 en dessous, qui sont partis dans les holdings. Il me semble que quand on s'était vu, tu mentionnais plutôt un schéma, quand on parlait de la holding, un schéma de ERL en bas et SASU en haut, truc que tu trouvais à l'époque optimal. Ouais, je trouve que c'est très intéressant de faire ce schéma ou l'autre schéma, d'avoir les 2 structures qui sont réunies. Tu vas devoir nous dire pourquoi là maintenant. Alors pourquoi dans quel cas en fait, parce que pourquoi les 2 structures déjà premièrement et pourquoi un cas ou l'autre. Déjà, quand on a une SAS en dessous et une SARL au-dessus, c'est que la plupart du temps la SAS, on va être amené à la revendre. Ok. Si, dans l'autre situation, si on a une SARL en dessous et une SAS au-dessus, c'est cette fois-ci que la SARL, on va peut-être pas la revendre, mais c'est pour réinvestir les bénéfices de la SAS, de la SARL dans la SAS au-dessus et pour pouvoir se distribuer des dividendes en flat tax au-dessus pour éviter les fameuses cotisations sociales sur la SARL. Donc ça, c'est une stratégie qu'on voit souvent, c'est la SAS au-dessus de la SARL. Mais la stratégie qui peut être hyper intéressante, c'est aussi la SAS en dessous avec la SARL au-dessus pour ce que je viens de t'expliquer, les fameux mandats de direction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les structures SAS commerciales en dessous qui peuvent être gérées par des dirigeants personnes morales. Et là, il faut me suivre. Parce que du coup, si on peut être géré par des dirigeants personnes morales, ça veut donc dire que pour avoir des mandats de direction, il faut une SAS en dessous. On ne peut pas faire des mandats de direction à une SARL. Une SARL doit être gérée par des personnes physiques. Okay. Donc la holding n'a pas le droit de dire que je suis dirigeante d'une SARL. La holding peut être dirigeante d'une SAS, mais ne peut pas être dirigeante d'une SARL. Donc c'est pour ça que pour mettre en place des mandats de direction entre différents associés, on conseille souvent la SAS en dessous, les SARL au-dessus. Okay. Par contre, pour quelqu'un qui est seul, l'un ou l'autre, honnêtement, ça n'a pas forcément d'avantage ou d'inconvénient. Moi, j'ai envie de dire que faire 2 SAS ou 2 SARL, c'est assez rare, c'est assez peu commun, et ça a souvent peu d'avantages. Mais dans certains cas, ça peut être très optimal.
dans certains cas, mais honnêtement, on le voit, 5% d'écart, ça peut être optimal. Sinon, SAS, SARL ou SARL, SAS, c'est souvent le schéma optimal. Dans ce que tu disais avant, l'exemple qu'on avait avant avec les 2 holdings, c'était donc une SAS en bas. Hein. Exactement, parce que sinon, on ne pourrait pas facturer de mandat de direction. Ok. Si on met une SARL en bas, rappelez-vous, vous avez une SARL en bas, vous ne pourrez pas facturer de mandat de direction à votre SARL. Donc, si vous êtes plusieurs associés dans une SARL, vous êtes plusieurs gérants, du coup, dans cette SARL, mais il faudra vous dire déjà qu'on va transformer la SARL en SAS et ensuite qu'on va faire des holdings en EURL au-dessus personnel. Ok. Alors, il n'y a pas vraiment de schéma pour moi optimal pour vraiment répondre à la question. Il n'y a pas vraiment de schéma optimal. Ça va vraiment dépendre de la situation de chaque personne. C'est impossible de te dire SAS, SARL ou SARL, SAS. Ce que j'aime en tout cas, et c'est pour ça que j'avais dit la dernière fois, c'est avoir les 2 formes sociales pour avoir vraiment un choix sur ma rémunération, un choix sur la forme juridique, un choix sur la forme sociale. Ça peut être intéressant. Ouais, et puis comme tu disais, il y a aussi considération business, quoi. Je veux être est-ce que je vais vendre, est-ce que je vais pas vendre, est-ce que c'est une... Parce qu'il y en a plein aussi qui m'appellent et qui me disent qu'ils font du conseil. Je suis une structure de conseil. Moi, je fais du conseil. Je suis auto-journalier. Pourquoi je ferais une holding ? Pourquoi je modifierais pas les statuts ? J'écrirais tout simplement dans les statuts de ma structure de conseil que je peux faire de l'investissement financier et de l'investissement immobilier. C'est pas interdit, hein. On va faire de sa structure de conseil une structure de conseil holding qui va pouvoir réinvestir dans d'autres activités, ainsi de suite. En fait, à chacun, vraiment à chacun. Et nous, là-dessus, on a 2 ingénieurs patrimoniaux qui travaillent dans notre équipe maintenant, qui sont spécialisés du chef d'entreprise. Et vraiment, à chaque fois qu'ils rendent une étude patrimoniale, je me dis, tu m'as encore inventé un truc nouveau. Mais c'est fou, parce qu'en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que vraiment, chaque personne est différente. Après, j'ai envie de dire que dans certains cas, on va retrouver des ressemblances dans les études. Mais à chaque situation, il va me dire un truc que je me dis, mais c'est pas possible, j'avais pas vu ça non plus. Et j'adore apprendre l'ingénierie patrimoniale, apprendre qu'on peut faire des choses en ayant des idées reçues. On a toujours peur de se dire, je vais me faire massacrer si je fais ça, je vais faire ceci, il faut faire cela. Mes parents m'ont dit de faire ça. C'est comme dans l'immobilier, mes parents m'ont dit d'acheter la résidence principale. C'est très bien que c'est pas forcément le meilleur choix qu'il faut faire directement quand on arrive en activité. Mais pour moi, il y a des idées reçues et après, il y a le vrai travail. Ouais, c'est clair. Et pas avoir une lecture binaire. Tu vois, je t'ai donné des chiffres concrets. En plus, je peux pas te faire des chiffres qui sont plus concrets que ça. C'est-à-dire que c'est du net. On voit que tu as travaillé sur des études récemment. Ouais, j'arrête pas d'en voir là actuellement des dirigeants qui font nimp. Et je vois beaucoup aussi de professions libérales, parce qu'on parle des dirigeants, mais au final, profession libérale, on est gérant. On est gérant de sa propre société. Souvent, on est en micro-entreprise ou en entreprise individuelle. Donc, on se fait massacrer au BNC, bénéfices non commerciaux. Et ces personnes-là se disent, oui, mais si je passe en CELARL, c'est la même chose. CELARL, c'est les sociétés d'exercice libéral. C'est la même chose qu'une SARL, mais pour une profession libérale, pour parler français. Et bien, une CELARL, ça peut être intéressant des fois de mettre en place une CELARL pour pouvoir utiliser les dividendes et la rémunération au lieu d'être en 100% BNC. Donc, des fois, il faut réfléchir. On peut optimiser même une profession libérale, on peut même optimiser sa rémunération, son net social à la retraite et son net social par capitalisation. Tout est optimisable. Bon, dans certaines situations, si certains viennent me voir et me disent « je me rémunère au SMIC et j'ai 0 de trésorerie », je pourrais pas optimiser. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut quand même du chiffre pour avoir de l'optimisation. Je voulais aborder avec toi la question aussi du temps de vie, du choix par rapport à son âge, en fait, à ces situations. Très bonne question. Parce qu'en fait, entre une personne qui se lance, qui a 25 ans, 30 ans, et une personne qui arrive à 40, 50 ans, en fait, il y a un arbitrage aussi qui est important à avoir dans la vie. De toute façon, de manière générale, c'est entre ce qu'on cotise, qu'on travaille, et l'argent qu'on va consommer maintenant. On a aussi besoin, je pense, de profiter de la vie aussi, mais sans handicaper sa capacité à vivre toujours bien jusqu'à la fin et on vit toujours plus vieux et tant mieux. Et aussi peut-être pour les gens qui veulent transmettre leur capital, il faut qu'il y ait quelque chose à transmettre au bout. Bon, après ça dépend des philosophies, mais en tout cas, il y a souvent cet arbitrage et moi je le vois beaucoup en discutant. Voilà, moi j'ai plus de 40 ans, donc je suis concerné par ça aussi en me disant voilà, si tu mets tout, t'optises tout pour après, pour plus tard, pour tu vois à quel moment en fait tu peux consommer ton capital aussi. Voilà, que ça soit optimisé. T'as pas la même stratégie à 25 ans qu'à 45 ans. Mais ça, on est totalement d'accord. La stratégie doit être différente en fonction de son âge. Ça, c'est certain. Déjà, premièrement, j'ai tendance à dire que quand on a passé l'âge des 55, 56, 57 ans et qu'on est dirigeant d'une entreprise et qu'on veut arrêter l'activité sous 3-4 ans, c'est plutôt ça. On veut arrêter l'activité sous 3-4 ans parce que ça dépend pas forcément de l'âge. Hein. Oui. J'ai des clients qui viennent me voir, ils ont 60 ans, ils me disent même mon entreprise, j'ai eu jusqu'à 80 ans. Donc, du coup, on peut optimiser encore. Mais pour ceux qui vont être vers les 56, 57, qui vont s'arrêter d'ici 3-4 ans ou qui ont 60 ans et qui vont s'arrêter sous l'âge légal de 64 ans, l'optimisation, elle reste plus minime que quand on a cette
marge de manœuvre de l'âge devant soi. Donc c'est vrai que déjà, premièrement, moi tu l'as compris, j'optimise le net dans la poche. Donc si j'optimise le net dans la poche, c'est-à-dire que tu peux profiter un peu plus tous les jours, même si on en consacre une partie et non pas la totalité du gain qu'on a réalisé à sa retraite par capitalisation, la plupart du temps, le gain net dans sa poche est plus élevé. Donc une fois l'optimisation, tu as toujours plus dans ta poche dans tous les cas. Par contre, sur la partie quand profiter, déjà je pense que ça dépend de sa façon de voir la vie, de sa façon de voir les choses. Et j'ai tendance à dire que les 5 premières années en termes d'investissement sont les plus importantes. Donc s'il y a un effort à faire quand on est entrepreneur, c'est sur les 5 premières années. Après, une fois qu'on a fait les 5 premières années, le capital fera des intérêts, qui fera des intérêts, tu le connais très bien dans les choses. Il faut à un moment, non pas se sacrifier, mais consacrer une épargne un peu plus importante qu'après. Et pour moi, c'est au départ, et surtout pas à l'arrivée. Au départ. Le départ est le plus important. Il y avait un autre truc aussi que j'avais oublié de mentionner dans ma question, c'est, tu le dis, c'est qu'il y a des moments dans la vie, des périodes dans la vie où on est à fond sur un projet, on va générer beaucoup de cash, et c'est pas un cash qu'on va pouvoir consommer ou vouloir consommer sur le moment pendant cette activité-là, mais peut-être pour la réallouer ensuite sur d'autres. Et c'est là où les stratégies sont très puissantes, quand tu réalloues du capital créé avec l'esprit entrepreneurial, avec l'entreprise, pour après l'allouer sur des choses plus passives. Et là, on va aller plus sur du financier, etc. Moi, je le fais vraiment dans l'immobilier aujourd'hui, c'est ma stratégie. Il y a une autre chose qui m'intéresse de savoir, c'est s'il y a des mécanismes un peu similaires que celui qu'on peut voir sur type les démembrements, tu vois, dans l'IMO, pour les gens qui sont à l'étranger, tu sais, cette fameuse tactique de dire entre la nue propriété et l'autre, j'ai oublié, et l'usufruit, voilà, où en fait, tu peux être propriétaire, mais tu ne jouis pas de ton bien parce que t'as pas de rémunération. Et quand tu reviens en fait en France, tu vas pouvoir le faire. Tu as une considération fiscale qui fait que tu vas pas être facturé. Enfin, tu vas pas être fiscalisé au moment où toi tu as besoin de ton bien. Quand tu retournes, retournes de pleine propriété au moment où ta TMI elle est basse parce que tu es en retraite. Tu vois, c'est ça le schéma. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent, de manière générale, dans la rémunération des dirigeants pour quelqu'un qui sait ou qui commence à être dans une période où pendant 5 ans il va cracher de la valeur. Exactement. On fait ça tout le temps, nous. Et peut-être se bloquer cette valeur temporairement parce qu'il n'en a pas besoin pour justement l'optimiser, réduire les frictions, pour en jouir de façon plus libre derrière. Tu vois, est-ce qu'il y a des trucs importants plus tard? Je reprends exactement ton exemple. On peut mettre en place des stratégies. Et là, on est sur la troisième facette, la stratégie de capitalisation. On a optimisé la rémunération. On a fait que la trésorerie nette dans la poche du dirigeant était plus élevée pour pouvoir préparer sa propre retraite. Une fois qu'on a ça, on a le montant qu'on peut allouer tous les mois, tous les ans, ou ainsi de suite. Des fois, ça peut être 10 000 euros par an de plus. Des fois, c'est 100 000 euros par an de plus en fonction des stratégies. Et bien, en fonction de ces stratégies-là, on va ensuite mettre le capital en fonction de projet de vie du client. Si notre client nous dit, dans 10 ans, j'ai besoin des fonds. À ce moment-là, dans 10 ans, on doit avoir les fonds disponibles, liquides. Okay. Si notre client nous dit, dans 10 ans, j'ai pas besoin des fonds, par contre, j'ai besoin de revenus complémentaires. À ce moment-là, on doit faire en sorte que dans 10 ans, la stratégie qu'on met en place aujourd'hui passe en mode revenu complémentaire dans 10 ans pile. Et si un client nous dit, dès aujourd'hui, j'ai besoin de revenus complémentaires, c'est-à-dire que vous me faites augmenter mon net, mais en plus de ça, je veux des revenus complémentaires, donc lui, il est gourmand, parce qu'on lui gagne déjà de l'argent tous les mois, mais il veut encore un peu plus, à ce moment-là, on doit mettre en place une stratégie directement de revenus complémentaires. Et j'en ai d'autres qui me disent, je ne veux pas toucher au capital. Je veux que tout aille pour mes enfants. Et ça, je l'entends souvent aussi. Faut pas croire, mais je l'entends très souvent. Et ils me disent, j'ai déjà largement assez de quoi vivre. Je profite largement assez. Maintenant, tout le reste, je veux que ça aille à mes enfants ou à telle personne ou ainsi de suite. Mes frères, mes sœurs, je veux protéger ma famille d'un point de vue général. Et à ce moment-là, on est dans une stratégie pure de capitalisation sur le très long terme. Bien sûr, on a toujours des options. C'est-à-dire qu'on se dit que ça soit une stratégie de distribution, capitalisation, revenu complémentaire ou une stratégie de je touche tout le capital à terme. Dans tous les cas, on garde des options. On garde la possibilité de basculer d'une stratégie à l'autre pour pas avoir tout dans la même stratégie. Mais, tu l'as très bien dit, dans une stratégie de revenu complémentaire, à terme, on peut très bien aller sur du démembrement de propriété pour prendre de la nue propriété et toucher l'usufruit à terme. Ça peut être très intéressant. On a une décote du coût à l'achat, ce qui peut être intéressant sur certains biens immobiliers ou dans certains actifs financiers aussi de démembrement. On peut aussi avoir des stratégies de revenus complémentaires par des placements qui soient différents. On peut avoir des stratégies de capitalisation sur la bourse, le private equity, le marchand de biens, le LBO, le club de l'immobilier, la dette privée, bref, acheter différents actifs financiers pour diversifier son patrimoine et avoir de la capitalisation, c'est-à-dire que les revenus qu'on gagne sont directement réinvestis et donc vont continuer à capitaliser dans le temps. En fait, toute cette stratégie de capitalisation qu'on voit à la suite, ça dépend des projets de vie du client au départ et de ce qu'il veut d'ici 5 à 10 ans. Ce qu'on fait tous les ans, nous, c'est qu'on réactualise ses projets. Parce que tous les ans, je ne dis pas qu'ils changent d'avis, les clients, mais tous les ans, ils ont un nouveau projet de vie. Ce qui est normal, et tant mieux, j'allais dire, les projets font vivre, donc il faut des projets. Mais quand on a des nouveaux projets de vie, il faut les recompter dans la stratégie pour voir si on doit l'adapter ou pas.
Ça va vraiment être dans le choix du support et dans le réinvestissement sans tirer finalement. On parlait de rémunération finalement en fil de conducteur, mais si on sort rien, en fait, on peut réinvestir, on fait boule de neige et c'est le moment où on n'est pas fiscalisé. C'est cette stratégie-là. Il n'y a pas d'autre méthode de plus, on va dire, pour éviter la friction fiscale autre que on perçoit pas de revenus, on tire pas de cash, on n'est pas taxé. Il n'y a pas d'autre chose que ça, quoi. On peut réinvestir automatiquement par la holding ou autre, sans forcément toucher à la flat tax ou autre, et donc réduire encore la pression fiscale. Après, sur des stratégies financières pures, il faut travailler avec les experts financiers ou travailler avec des investisseurs comme toi. Diversifier ses actifs financiers, aller chercher de la performance sur le long terme. Mais il y a de la performance où on veut de la capitalisation et il y a de la performance où on veut de la distribution tout de suite. Et on peut pas, par exemple, une opération de marchand de biens, pour moi, ce n'est pas une distribution, c'est de la capitalisation. C'est-à-dire qu'on met 20 000, mais on ne touche pas 2 000 euros le mois suivant directement. On touchera peut-être 20 000 ou 40 000 ou 60 ou 100 000 d'ici 1 ou 2 ans, mais on ne le touche pas tout de suite. Le revenu complémentaire, c'est quelqu'un qui va te dire, sur les 100 000 euros que je mets, je veux 300 euros par mois, tous les mois tout de suite. Et c'est totalement différent. On ne peut pas faire une opération de marchand de biens sur ça, par exemple. Non, on peut pas. Donc, il y en a qui ont essayé. Tu peux essayer de recréer des flux de flux réguliers, mais ça entraîne des choses qui ne sont pas forcément bien pour une opération de marchand de biens. Le marchand de biens, pour moi, c'est de la capitalisation pure, où on double très vite son capital logiquement, où on prend un risque un peu plus important, mais c'est différent. Je parle de ça parce que Paco, effectivement, est spécialiste là-dessus. C'est pour ça qu'on parle de marchand de biens. Mais sinon, toutes les stratégies financières sont très intéressantes. Contrat de capi, compte titre à l'intérieur d'une société. On peut très vite augmenter sa rémunération et la rémunération de sa trésorerie. La trésorerie ne doit pas être un chiffre d'affaires dormant. 100 000 euros sur un compte courant, c'est 100 000 euros à la fin de l'année. 100 000 euros à 5%, c'est 105 000 euros à la fin de l'année. Ok, les 5 000 euros, ils vont payer un peu d'IS. Mais sauf que ça me fera 3 500 euros de dividendes en plus à me verser. Donc moi, je les prends. Tout ce que je peux prendre, je le prends. Tout fait partie de l'optimisation. Et donc, il faut ne jamais oublier sa trésorerie qui dort. Point important, ne jamais investir la trésorerie qui est son BFR, besoin en fonds de roulement. On n'investit pas un besoin en fonds de roulement. Il ne faut pas être fou. Comment on paye ses salariés si le besoin en fonds de roulement il est investi sur du club deal immobilier. Donc, attention à bien sûr bien protéger son BFR. Et le reste, l'excédent de trésorerie doit être investi. Ouais, le BFR, ça inclut aussi la TVA. Exactement. On inclut on prend même de l'IS un peu en plus. On essaie de prévoir un peu plus large. Point important par rapport à ça. J'en rigole, mais c'est vrai que des fois, certains clients reviennent vers moi et ils me disent, bon, on a placé 500 000 euros. Je suis désolé, monsieur Doyen, j'ai fait mauvais calcul, j'ai besoin de 10 000. On le retire sans aucun sujet. Autant faire 490 dès le départ plutôt que placer 500 parce que ça n'a pas de sens. Dans l'opération de faire des allers-retours, on sait très bien que c'est plus facile pour le client d'être à l'aise financièrement, d'avoir ses comptes courants très bien et de ne pas avoir de sujet. L'apport en compte courant, on n'a pas trop parlé. Pour toi, c'est un truc temporaire, c'est un truc qui peut. C'est un truc temporaire. Pour moi, c'est pas de l'optimisation. Ok. Attention à pas jouer à ça. Ça doit pas être de l'optimisation. Ça peut être des redressements fiscaux sur des comptes courants d'associés qui ont été abondés, puis désabondés, puis réabondés. On comprend pas pourquoi. Il faut une justification. Il faut dire que l'entreprise avait vraiment besoin de cet argent. Ok. Et il faut qu'elle soit de quelle nature ? En ligne avec l'activité de la boîte. S'il y a des investissements ou pas. Si les 100 000 euros ils sont apportés, que les 100 000 euros ils sont même pas investis nulle part et que ça ne sert à rien. Attendez, il se passe quoi là ? Donc les 100 000 euros, on les apporte juste pour pouvoir retirer 5% de plus parce que c'est l'apport en compte courant. Ils vont se poser des questions. Il faut une justification. Il faut prouver en tout cas que ces 100 000 euros avaient une nécessité pour l'entreprise. Mais s'ils sont apportés à la société, que la société les dépense. À ce moment-là, déjà pour les investir, c'est plus compliqué. Mais effectivement, pour les retirer, c'est plus compliqué à court terme. Mais quand on va avoir le cash sur la trésorerie de l'entreprise et qu'on voudra se les retirer, aucun sujet. On a eu besoin. Il faut les recycler. Il faut qu'elles aient. Pour moi, il faut qu'ils aient été utilisés. Je dis ça d'un point de vue large parce que je me mets à la place de l'administration fiscale ici. Je me dis, si on apporte 100 000 et qu'on se fait 5% d'intérêt et non fiscalisé, il y en a qui pensent à faire ça vraiment juste pour les 5% d'intérêt. Il y en a qui pensent à tout. Il y en a tout ce qui peuvent éviter l'impôt, ils évitent. Moi, je pense que c'est la friction fiscale. Le gros du gain là-dessus, c'est le fait 5% d'intérêt plus la friction fiscale. Donc on gagne un peu d'argent partout. On fait même un peu plus que 5% d'intérêt. C'est pas 5% par an. Ça dépend du taux de l'État qui est choisi tous les ans, tous les mois, même qui change. Donc, donc vraiment des gratteurs. Il y a eu des taux intéressants parce que les taux de l'État étaient montés à 4. C'est pour ça que je dis 5. Mais là, un peu moins actuellement. D'accord. Intéressant. Et sur la partie holding, c'est vrai qu'investir, ça peut être un vrai levier d'investir avec sa société. Ça doit être en tout cas un levier qui est utilisé pour l'optimisation de sa rémunération et pour l'optimisation globale de sa structure, l'investissement. On peut investir sur plein de choses. Il faut juste regarder les statuts et améliorer les statuts s'ils ne sont pas bien faits. La grosse erreur, celle qui a le plus de conséquences pour toi dans la rémunération du dirigeant ? Celle qui a le plus de conséquences pour moi, c'est de ne pas individualiser sa rémunération, mais ça, c'est trop large. J'ai envie de dire que celle qui a le plus de conséquences, c'est d'utiliser les dividendes à foison. Voilà, c'est celle que je vois trop souvent. Les dividendes à foison qui sont mal utilisés. Et je l'ai dit dès le départ, la plupart du temps, un changement de structure, un changement de statut qui coûte 1 000 euros, ça coûte rien, vous fait gagner 10 000 euros net par an. Et je le rappelle aussi, de croire qu'on a une retraite meilleure en SAS qu'en SARL, c'est faux. Je reprends un petit exemple rapide.
J'ai encore fait des calculs, mais j'en fais tellement tous les jours que je les connais à force. 100 000 euros de budget, 100% rémunération SARL, 100% rémunération SAS. À peu près 50 vs 60. 50 000 vs 60 000. Il y a 10 000 euros d'écart. On va prendre même le chiffre exact, c'est 9 000 euros d'écart pour être précis qu'il y a sur ce type de budget. Ces 9 000 euros d'écart, on les investit sur 35 ans. C'est-à-dire que j'ai 25 ans, c'est pas mon cas, mais bon, j'ai 30 ans, je prends ma retraite à 65, on n'a qu'à dire. J'ai 35 ans devant moi. On met ces 9 000 euros d'écart à 5% de rendement. Seulement. J'ai pas dit 10 ou 15% comme on pourrait entendre sur certains podcasts. 5% de rendement. Par an, stratégie de capitalisation pure sur des ETF, pourquoi pas. Le marché ne fait pas 10% par an, mais plutôt 5 sur les 35 prochaines années. Et bien, c'est de notre côté, ces 9 000 euros par an sont devenus 818 000 euros à la fin. OK ? 818 000 euros. La différence de retraite entre la SAS et la SARL, c'est 5 000 euros par an à la retraite. OK ? Donc, les 9 000 euros que j'ai mis de côté pour moi-même, j'ai 818 000 euros de plus en SARL à la retraite qu'en SAS. Donc, il faut absolument arrêter de me dire que la SAS est meilleure et plus protectrice que la SARL si on prend en main sa propre retraite par derrière. Dans ce schéma-là, avec tes 35 ans devant toi... Exactement. Voilà. Et même sur le calcul, il est fait au-delà de 5 ans. Le montant est tellement énorme, de toute façon. C'est au-delà de 5 ans. C'est hallucinant. Parce que je rappelle que 818 000, c'est divisé par 5 000, je ne sais même pas combien ça fait d'années de retraite, mais 60 non, c'est 70 ans. Il faudra vivre 70 ans de plus. Et encore, c'est sans que le capital ne gagne de l'argent par la suite. C'est-à-dire qu'on utilise... Le capital, il dort pendant 60 ans derrière. Donc... Après, point important aussi, si on met juste le capital de côté, c'est déjà 300 000 euros de côté. Sans rendement, c'est 315, pour être précis. 9 000 x 3, x 35. Et si on a 20 ans devant soi, c'est 180 000. Donc les 5 000 euros, c'est encore je ne sais combien d'années devant soi. En fait, à partir du moment où on a plus de 5 ans d'espérance de vie d'entreprise, d'espérance de gérant d'entreprise, on switch, quoi. Ouais. Il faut réfléchir en tout cas à sa rémunération de manière vraiment très sérieuse. Ouais. Je dis pas qu'il faut switcher encore une fois parce que je peux pas le dire et parce que tu l'as compris en SAS, dans certains cas, il y a certaines situations où il faut rester en SAS. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on reste en SAS dans la structure commerciale qu'on n'a pas le droit de mettre une petite holding URL au-dessus. Donc on peut réfléchir vraiment d'un point de vue global à la stratégie. Vision globale, je pense qu'on l'a bien martelé, je pense que les gens sauront que... Ah ouais, c'est assez compliqué de dire un exemple précis et de vous dire c'est ça que vous devez faire à chaque fois. Ouais, c'est impossible. Tu l'as vu, je donne un exemple, après je donne l'exemple contraire derrière. Non, mais clairement. Et puis il y a les considérations, encore une fois, business, financier, extra-financier, familial aussi. Familial. C'est très important de voir vraiment tout dans son ensemble avant de prendre la décision. Quoi. Parce que c'est pas 90 000 euros de rémunération à chaque fois. Ouais. Des fois, on a un foyer où madame elle gagne 200 000, ou monsieur gagne 200 000 à côté, ou madame gagne 20 000 ou monsieur gagne 20 000. Il faut adapter au foyer. Il faut adapter au foyer sa rémunération. Si on est seul célibataire, c'est vrai que des fois, on peut se retrouver à des choses qui sont similaires. Entre seul et célibataire, deux personnes seules célibataires qui ont chacun leur structure peuvent avoir des stratégies qui peuvent être ressemblantes. Mais par contre, sur la stratégie de capitalisation, des fois, ils n'ont pas la même capacité à prendre du risque. Bon, on est tous les deux différents. Pourtant, on s'y connaît tous les deux dans le domaine un petit peu. Peut-être que l'un va prendre plus de risques que d'autres avec l'investissement. Et c'est là où il y a aussi une différence dans la dernière étape qui est la stratégie de capitalisation. Ouais. Je pense que c'est très compliqué d'avoir des stratégies exactement similaires avec quelqu'un. En tout cas, voilà, ça donne des perspectives sur le panier percé qui est cette différence entre ce qui rentre, ce qui sort. Et je pense que c'est vraiment important de prendre en main. Et ce que je trouve optimiste, et c'est peut-être un peu le message de la fin, c'est qu'il y a moyen d'optimiser largement cet aspect-là qui est très concret. C'est-à-dire, on peut vraiment faire des gains, des économies très concrètes quand on se rémunère et aller à la quête d'une optimisation parfaite pour sa situation. Moi, je trouve que c'est passionnant, quoi. On n'a même pas parlé de PE, de PER ou autre. Hein. Donc, tu n'imagines même pas ce qu'on peut faire. C'est stratosphérique. Le 60, on peut arriver jusqu'à 70, voire 80% dans sa poche. Faut-il encore être vraiment concentré tout au long des années parce que ça demande de la rigueur. C'est-à-dire que une année, tu sais très bien, ton chiffre d'affaires il peut être de 200 000 à une année, puis 50 000 l'année suivante, puis 300 000 l'année d'après. Il faut adapter à sa rémunération. Mais ça, concrètement, tu disais que ça peut prendre du temps, etc. Mais concrètement, c'est quoi pour toi, pour être quand tu as une entreprise et que tu veux prendre soin de ces enjeux-là, tu as le rendez-vous avec le comptable, le bilan comptable une fois par an, mais peut-être quand même une fois tous les trimestres faire des ajustements. C'est quoi le... Nous, de notre côté, on fait le bilan comptable, c'est pour le bilan et le compte de résultat. Ouais. Nous, on est vraiment conseil en gestion de patrimoine, conseil fiscaliste, j'ai envie de dire, sur le sujet. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut se faire accompagner soit par un ingénieur patrimonial spécialiste du dirigeant, soit par un expert comptable qui prend le temps pour votre situation et qui est spécialiste du dirigeant et non pas spécialiste de faire des bilans ou des comptes de résultats. Il y a une grande différence entre les deux. Okay. Et de ce côté-là, quand on a, nous, notre conseil avec un ingénieur patrimonial, on le fait une fois par an.
le conseil. Et en cours d'année, il peut arriver que le client nous recontacte sur, par exemple, la fin de son bilan. Est-ce qu'il y a une dernière optimisation à faire avant de clôturer le bilan ou autre? Et c'est là où on va dire, rajoute-toi tant de rémunération, distribue tant de dividendes, fais tant de PEE, fais tant de PER, fais tout ça juste avant la clôture. Mais la plupart du temps, en début d'année, on décèle et on dit ce qu'on va faire tous les mois. Ouais, donc une fois par an, ça va un investissement temps qui est déjà pas mal. Et ça prend du temps de se poser sur une situation. Quelqu'un qui vous dit, je vous réponds ça en 2 heures, et puis derrière, je vous vends un PER ou une assurance vie. Ouais. C'est un vendeur de produits, c'est pas un vendeur de conseils. Nous, de notre côté, c'est des honoraires qui sont pris pour le conseil sur la stratégie du dirigeant. Et ce qui est logique au final. Et quelqu'un doit se poser sur votre situation, doit réfléchir à votre situation. Si on vous répond en 2 secondes, faites ça. Et puis après, par contre, j'ai un PER à vous vendre ou une assurance vie ou un PEA ou un compte titre. Le mec, c'est un vendeur de produits. Il n'est pas là pour vous vendre un conseil. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous propose un produit tout de suite, il y a un problème. Nous, il n'y a pas d'approche produit. C'est une approche conseil pure et dure sur le dirigeant. Ouais, c'est clair. Quand un produit vient entre les deux, ça teinte inéluctablement il y a un truc qui passe message. pas. Que le produit arrive à la fin de tout ça, c'est-à-dire à la fin de stratégie, qu'on vous dise, par exemple, pour réduire votre TMI de 41, mettez un peu de PER pour 10 000 euros. Pour le placement, pensez au PEA, à l'assurance vie ou au compte titre, qu'on vous explique les enveloppes. Il n'y a pas de sujet. Mais ça doit venir à la fin d'un rendez-vous et non pas au début. Ouais, puis tu parles d'un produit, tu parles pas du produit sur lequel tu vas être commissionné. Le fameux placement. Voilà. Je touche 6%. Voilà, exactement. D'ailleurs, quelqu'un qui vous vend un produit, demandez-lui combien il touche. Le but, c'est la transparence dans la rémunération et dans la transparence dans la rémunération de conseil. Et donc aujourd'hui, on doit être très transparent. Donc vous pouvez demander à votre courtier ou à votre conseiller combien vous touchez. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Alors nous, on peut nous retrouver sur notre site bonnetdoyenconseil.com si jamais vous avez envie de prendre contact avec nous ou autre, s'il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais sinon, moi sur mon LinkedIn, Jérémy Doyen, ou sur Instagram, Bonnet Doyen Conseil également. On a pas mal d'abonnés, donc n'hésitez pas. Et enfin, je l'ai dit au début, le podcast, l'art de la gestion patrimoniale et financière, on aura l'occasion de te retrouver encore une fois. Encore une fois. Et plein d'autres fois encore, ça fait quand les sujets sont de plus en plus spécialistes, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Jérémy. À bientôt. Merci beaucoup, Paco. Si tu as apprécié cet épisode, je te conseille d'écouter l'épisode 208 avec Jérémy aussi sur les holdings en particulier, où on parle vraiment des holdings et des structures juridiques différentes. C'est un très bon complément de la conversation que tu viens d'écouter. Si tu veux m'aider aussi à faire décoller ce podcast, à continuer à le faire connaître au plus grand nombre, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aide beaucoup dans cette mission. Merci à toi, à la semaine prochaine.